Nous ne parvenons toujours pas à trouver l'origine du signal mystérieux qui nous parvient depuis 2018. Nous le recevons toutes les 22 minutes, et rien ne peut l'expliquer. Certains scientifiques pensent même qu'il pourrait provenir d'une civilisation extraterrestre que nous n'avons pas encore rencontrée. Ce signal radio étrange n'a pas été découvert par un chercheur au cours d'une mission sérieuse. À vrai dire, il a été remarqué par un étudiant qui travaillait simplement sur un projet ordinaire dans le cadre de ses études. Tyrone O'Doherty, étudiant du premier cycle à l'université Curtin d'Australie, passait en revue d'anciennes données de la voûte australe. Il recherchait d'éventuels signaux radio intermittents lorsqu'il est finalement tombé sur un signal datant de 2018 et qui semblait émettre des ondes radio en direction de la Terre à la façon d'un phare. Enthousiasmé par sa découverte, Tyrone l'a partagé avec sa mentor, la radioastronome Natasha Hurley-Walker. Elle s'est plongée dans la recherche de ce signal, en quête d'une percée scientifique. Mais en dépit de l'examen de différentes fréquences, ils ont atteint une impasse. C'est à ce moment que Walker a décelé un certain schéma. Le signal se répétait toutes les 18 minutes. C'était énorme. Mais à l'instant où il se préparait à l'étudier plus en détail, pouf, le signal a disparu après seulement 3 mois, ne laissant aucune trace. Refusant de baisser les bras, Walker et son équipe ont à nouveau scruté le ciel, espérant y trouver un indice. Des mois ont passé, mais rien n'a été découvert. Ils étaient prêts d'abandonner, lorsque, soudain, un nouveau signal s'est manifesté. Il a continué à se répéter pendant 5 minutes. Puis, il a disparu, avant de réapparaître exactement 22 minutes plus tard. La grande question était de savoir si ce signal était lié au signal précédent de 18 minutes. Et, pour le découvrir, le Dr Hurley-Walker s'est replongé dans les anciennes données radio de cette zone. Au fur et à mesure qu'ils creusaient, ils ont réalisé qu'en effet, ces signaux n'étaient pas nouveaux. Ils avaient été émis en direction de la Terre depuis 35 ans. Des télescopes indiens et américains les avaient déjà repérés en 1988, mais ils avaient été noyés par l'afflux d'autres données. C'était une excellente nouvelle pour les astronomes, car cela signifiait qu'ils pouvaient maintenant calculer la distance qui les séparait de cet objet mystérieux. Après avoir fait le compte, ils ont constaté qu'il était incroyablement éloigné, même à l'échelle cosmique. Il se trouvait à 15 000 années-lumière de la Terre. À présent, la seule chose qu'il leur restait à découvrir était la nature précise de cet objet. Walker et son équipe ont commencé à le comparer à tous les émetteurs connus d'ondes radio. Pourtant, sa source demeurait un mystère. Les signaux continuaient d'apparaître toutes les 22 minutes sur les écrans de la NASA, se concluant toujours par le frustrant message « Aucune correspondance trouvée ». Les scientifiques l'ont baptisé JI-83910. Certains croient que ce signal pourrait provenir d'un peuple extraterrestre. Peut-être est-ce le signal que le programme SETI de recherche de formes d'intelligence attend depuis si longtemps. Ce projet opère depuis plus de 50 ans et tente d'apporter des preuves de l'existence d'une vie au-delà de notre planète. Il scrute également le ciel en quête d'ondes radio, d'impulsions laser et d'autres signaux mystérieux. Alors, peut-être est-ce une façon pour les extraterrestres de nous communiquer leur emplacement. Bien que tout cela puisse sembler excitant, nous devons nous garder d'en tirer des conclusions hâtives. Pour commencer, nous n'avons aucune preuve tangible. En l'absence de preuves concrètes, tout cela n'est que spéculation. Et puis, il existe d'autres explications plus plausibles. Le plus probable est que ce signal provienne d'un phénomène naturel, et il y a quelques théories à ce sujet. La première théorie est celle du pulsar. Imaginez une immense étoile dans l'espace, bien plus grande que notre Soleil. Parfois, ces grandes étoiles achèvent leur vie au cours d'un événement spectaculaire, appelé supernova. Quand cela se produit, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même, devenant incroyablement compact, comme si vous compressiez tout le contenu de cette étoile dans un espace infime. Ce noyau minuscule et extrêmement dense est ce que l'on appelle une étoile à neutrons. Certaines de ces étoiles à neutrons sont très particulières. Nous les appelons pulsars. Ils tirent leur nom du fait qu'ils semblent pulser d'énergie, tels des phares dans l'espace. Ces pulsars possèdent des champs magnétiques incroyablement puissants, bien plus que ce que l'on trouverait sur Terre. Ils sont comme d'énormes aimants cosmiques. Et, en raison de cela, ils projettent des faisceaux d'énergie. Ils tournent également très vite, de sorte que ces faisceaux d'énergie semblent clignoter à mesure qu'ils tournent. Cela dit, l'étrange signal que l'on a détecté semble avoir quelques similitudes avec les pulsars. Mais ce n'est pas tout à fait ça.
Les pulsars ont une durée de vie généralement prévisible. Ils ralentissent au fil du temps et finissant par interrompre leurs signaux radio. En revanche, notre signal mystérieux semble assez persistant et clignote bien au-delà de l'espérance de vie attendue d'un pulsar. Peut-être que ce n'est tout simplement pas un pulsar typique, ou pas un pulsar du tout. Il y a aussi la théorie du magnétar. Un magnétar est un autre type d'étoile à neutrons. Ils sont comme des versions surchargées des pulsars, avec des champs magnétiques encore plus puissants et des périodes de pulsation légèrement plus longues. Peut-être est-ce la cause de la persistance de notre signal ? Cependant, lorsqu'on a examiné ces données, on a réalisé que le signal ne correspondait pas non plus aux pulsations d'un magnétar. Les magnétars n'émettent pas seulement des ondes radio, mais aussi de puissants rayons X car ils sont très chargés en énergie. Mais le signal que l'on a reçu ne comportait que des ondes radio. Nous avons donc déduit qu'il ne s'agissait ni d'un pulsar ni d'un magnétar. Le signal se comporte étrangement et suggère une source non naturelle. Cela signifie qu'il pourrait y avoir quelque chose dans l'univers que les scientifiques n'ont pas encore pleinement saisi. Et il y a enfin un corps spatial au sujet duquel nous ne savons pas grand-chose. La dernière théorie est celle du pulsar nain. Un pulsar nain est une étoile qui émet un clignotement régulier, similaire au pulsar, mais qui prend beaucoup plus de temps entre chaque pulsation. Habituellement, les naines blanches sont formées des restes de petites étoiles. Elles ne clignotent pas, parce que leur champ magnétique n'est pas aussi puissant que celui des pulsars. Mais quand une naine blanche devient assez lourde, atteignant presque la masse de notre Soleil, elle devient extrêmement dense et commence à pulser, en raison de son fort champ magnétique, tout comme ces derniers. Elles ont une particularité intéressante. Les naines blanches sont faites d'électrons et non de neutrons, ce qui est le cas des pulsars. Lorsque ces électrons chargés commencent à danser avec le champ magnétique, ils émettent des éclairs de lumière périodiques, qui se produisent toutes les 100 à 1000 secondes. Comme vous vous en souviendrez, notre signal a une période de 22 minutes, soit 1320 secondes. C'est un peu plus long que les pulsars nains blancs ordinaires, mais c'est ce qui semble le plus proche de la vérité. Jusqu'à présent, il semble que ce soit l'explication la plus plausible. Mais même cette théorie n'est pas encore tout à fait confirmée. Cela montre simplement combien de l'univers il nous reste encore à découvrir. Comme les sursauteurs radio rapides, ou FRB par exemple, un autre type de signal mystérieux que nous avons détecté. Ce sont comme des émissions rapides et intenses d'énergie sous la forme d'ondes radio, et ils recèlent énormément d'énergie. Les FRB sont si puissants qu'ils peuvent parfois briller plus fort que des galaxies entières. Imaginez ceci. Ils en dégagent autant en quelques millisecondes que notre Soleil en 3 jours entiers. Ces explosions se produisent partout dans le ciel et à des fréquences extrêmement élevées, bien que certaines se soient déjà produites à des fréquences plus basses. Chaque jour, nous détectons environ 10 000 FRB dans le ciel. Certains d'entre eux se répètent, mais la plupart ne se produisent qu'une fois et disparaissent à jamais. Hélas, la plupart d'entre eux ne durent qu'une fraction de seconde, et au moment où leur énergie nous atteint, elle est 1000 fois plus faible qu'un signal de téléphone portable en provenance de la Lune. C'est pourquoi, en dépit de leur luminosité, il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas à leur sujet. Nous essayons toujours de comprendre ce qui cause ces FRB. Ils pourraient provenir de différentes sources, comme des magnétars mentionnés plus tôt, d'étoiles entrant en collision, ou même de galaxies fusionnant entre elles ou de naines blanches. Alors que ces sursauts voyagent dans l'espace, ils accumulent des informations sur l'environnement cosmique qu'ils traversent, comme les nuages de gaz interstellaires. Il est cependant très peu probable que les FRB soient des messages envoyés par des entités extraterrestres. Non seulement parce qu'il y en a des milliers tous les jours, partout dans le ciel, mais aussi parce que nous savons que la source de ces explosions doit elle-même receler énormément d'énergie. Nos voisins devraient disposer d'équipements plus puissants que des galaxies entières pour cela. Mais le fait est que, bien que tous ces signaux soient fascinants, il reste encore beaucoup à apprendre à leur sujet. C'est une nuit claire et tu es dehors en train d'observer les étoiles. La Voie lactée, à elle seule, te semble immensément grande. En consultant ton téléphone, tu apprends que la galaxie dans laquelle tu te trouves en ce moment précis fait 100 000 années-lumière de large. Pour te donner une échelle, une année-lumière représente déjà une très grande distance. Ainsi, il faut 4,2 années-lumière pour se rendre de la Terre à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre planète à l'exception du Soleil.
Ainsi, 100 000 années-lumière, c'est bien plus que ce que nous, simples mortels, pouvons concevoir. Et il ne s'agit là que d'une seule galaxie. Il en existe beaucoup d'autres. Au vu de pareilles données, il semble peu probable que nous soyons la seule forme de vie dans l'univers, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien découvert d'autre jusqu'à présent? Autant être clair. La vie extraterrestre ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de petits bonhommes verts. Il peut aussi s'agir de micro-organismes, des bactéries et des plantes que l'on pourrait trouver sur d'autres planètes. En réalité, il existe un large éventail de possibilités pour que la vie existe ailleurs que sur Terre. Et si l'on considère qu'il y a jusqu'à 50 milliards de planètes dans la Voie lactée, il semble très peu probable que nous soyons seuls dans ce vaste univers. À quoi ressemblerait la vie sur d'autres corps célestes? C'est ce que nous avons passé des années à essayer de découvrir, et je t'invite à prendre part à cette réflexion. Une planète peut aujourd'hui paraître stérile, mais elle peut présenter des traces de matière organique ou de fossiles, indiquant qu'une forme de vie a pu y prospérer autrefois. Il se peut aussi que certaines planètes abritent des formes de vie dotées d'une biochimie complexe, ce qui signifie qu'elles peuvent avoir une faune comparable à celle que nous avons sur Terre, mais probablement très différente. La NASA a contribué au développement d'une science spécifique, consacrée à l'étude des formes de vie en dehors de la Terre. Il s'agit de l'astrobiologie. Dès sa création en 1958, l'agence spatiale n'a pas tardé à se lancer dans la recherche de vie extraterrestre et elle l'a rapidement incorporée à son action. Il s'agissait d'abord de comprendre comment la vie s'était formée sur Terre, et ensuite comment elle aurait pu apparaître sur d'autres planètes. La première fois que la NASA a tenté de rechercher des formes de vie dans l'espace, c'était en 1976. L'atterrisseur Viking s'était lancé dans l'espace en direction de Mars. On s'attendait à ce que l'humanité en rapporte les premières preuves de vie extraterrestre. Mais hélas, l'atterrisseur est revenu bredouille, avec des images d'une planète aride et désolée, et les savants de l'époque ont été extrêmement déçus. Les conclusions scientifiques sur la possibilité de détecter de la vie là-bas ont laissé tout le monde perplexe. Mais pour trouver, il faut d'abord savoir ce que l'on cherche, n'est-ce pas? L'échec de la mission Viking a permis d'alimenter les débats entre les chercheurs de la NASA sur la définition même de la vie. Il a également permis d'attirer leur attention sur un petit détail très important. Les engins spatiaux quittant la Terre emmènent généralement avec eux des micro-organismes et des bactéries terrestres, de façon fortuite, qui s'attachent naturellement aux véhicules. Il s'est avéré que ces bactéries pouvaient contaminer les échantillons des scientifiques, d'où la nécessité d'en tenir compte. Tout cela a fait passer les expéditions martiennes au second plan dans les projets à court terme de la NASA. Une nouvelle question prioritaire est apparue. Quels étaient les types et les stades de développement de la vie que les programmes spatiaux pouvaient espérer identifier? Les scientifiques avaient déjà peut-être rencontré la vie sur d'autres planètes, mais ils n'avaient pas été en mesure de l'identifier comme telle. C'est pourquoi la NASA a commencé à se pencher sur notre propre planète. Tout a été étudié, des formes de vie anciennes qui vivaient il y a des milliards d'années aux créatures vivantes qui arpentent aujourd'hui la Terre. On a compris que la recherche devait être effectuée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Examinons le développement de la vie sur Terre depuis sa création. Et imaginons que ce développement puisse être représenté comme une échelle ou un escalier, et que chaque étape de ce développement ne soit qu'une volée de marche d'un escalier plus grand. Tout d'abord viendrait la chimie de base, une soupe d'éléments chimiques en vrac, comme ceux que nous voyons dans le tableau périodique. Mais ces éléments doivent s'assembler en structures plus complexes pour pouvoir se reproduire, changer et évoluer. C'est ce qui se produit lors de la seconde étape, au cours de laquelle nous commençons à observer la formation d'organismes microscopiques. Au cours de la troisième étape, ces cellules se combinent pour devenir des organismes multicellulaires, ce qui permet une plus grande complexité et une plus grande variété. À l'étape supérieure, les espèces peuvent développer de plus gros cerveaux, ce qui permet à terme l'utilisation d'outils, le partage des connaissances et la culture. C'est là que se situe l'humanité. En regardant cette échelle, on peut se demander ce qu'il faudrait pour qu'un organisme multicellulaire évolue vers un être humain pleinement formé. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Il s'agit d'un énorme saut évolutif nécessitant beaucoup d'efforts, ainsi que des conditions environnementales parfaites pour se produire. Étant donné que nous n'avons jamais entendu parler d'autres civilisations extraterrestres, il se pourrait que nous soyons les seuls à avoir été capables d'accomplir ce saut. Après tout, quelle est la probabilité de trouver une vie semblable à la nôtre en dehors de la Terre?
Cela dépend du nombre de planètes qui se trouvent dans la zone boucle d'or de leur étoile. Autrement dit, la zone autour d'une étoile où l'eau peut se trouver à l'état liquide. Comme les étoiles existent dans toutes les tailles et toutes les configurations, cette zone est différente pour chaque système stellaire. Mais ce n'est pas le seul critère que nous connaissions pour déterminer la présence possible de la vie. Nous recherchons généralement 3 éléments pour la détecter: de l'eau liquide, du méthane et de l'oxygène. L'eau permet aux composants chimiques de se mélanger et de se connecter, formant ainsi des êtres multicellulaires. Le méthane est produit par le processus de décomposition des bactéries et l'oxygène est le sous-produit de la respiration des plantes. Ce sont là quelques-uns des signes révélateurs que le télescope James Webb a été programmé pour rechercher. Ce télescope a plusieurs objectifs ambitieux, qui pourraient bien révolutionner les sciences spatiales. Ses principales priorités sont de détecter des formes de vie potentielles, en étudiant les petites galaxies en orbite autour de la Voie lactée. Il recherchera également les étoiles les plus anciennes de l'univers, afin de recueillir des données sur l'origine de l'univers lui-même. Ce n'est pas une mince affaire. La NASA a mis 2 variables sur ce nouveau télescope. Un examen approfondi des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Et la recherche d'extrémophiles, un type de vie qui survit aux environnements les plus extrêmes. Les extrémophiles ont été découverts pour la première fois sur la planète Terre dans les années 1960, au fond de la mer qui borde les îles Galapagos. Les chercheurs ont trouvé des micro-organismes vivant à proximité des cheminées hydrothermales qui jalonnent les fonds marins de cette partie du monde. Il faut beaucoup de résistance pour prospérer dans des endroits comme ceux-ci, où les températures sont extrêmes et dépassent parfois les 370 degrés. Tu imagines une telle chaleur? Cette découverte a marqué un tournant dans le domaine de l'astrobiologie, car les scientifiques ont compris que la vie pouvait se développer dans des conditions extrêmement difficiles, similaires à l'atmosphère présente sur plusieurs exoplanètes. Mais la vie pourrait bien apparaître dans notre propre voisinage si nous sommes assez chanceux. Guidée par le mantra de « chercher l'eau », la NASA lance 2 missions importantes à l'intérieur de notre système solaire, qui pourraient largement contribuer à la recherche de vie extraterrestre. Tu te souviens de Jupiter, n'est-ce pas? C'est la géante gazeuse qui possède la Lune nommée Europe. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert qu'Europe possédait un océan caché sous plusieurs kilomètres de croûte de glace. Et ce n'est pas tout. D'après les recherches, l'eau d'Europe serait salée, tout comme celle de notre planète. Europe est une candidate de taille pour y découvrir la vie. Mais la mission Europa Clipper n'a pas pour but d'essayer de l'identifier. Elle se mettra plutôt en orbite autour de cette lune et recueillera autant d'informations que possible sur ses conditions atmosphériques. L'autre mission à destination d'un satellite est Dragonfly, un octocoptère conçu pour explorer Titan, la lune de Saturne. Son lancement est programmé pour 2027 et la sonde n'arrivera dans l'orbite de Titan que vers 2034. Elle prélèvera des échantillons et examinera une série de sites prometteurs autour de la lune glacée de Saturne. Et qui sait, peut-être trouvera-t-elle de nouvelles informations sur la vie d'E.T. On verra bien, mais je dirais que nous n'avons jamais été aussi proches d'une grande découverte que nous le sommes maintenant. Tout passionné d'OVNI vous dira que le monde regorge d'événements étranges, observations, divulgations gouvernementales et apparitions soudaines d'engins inconnus. En 2021, la CIA a déclassifié des milliers de pages de documents relatifs aux OVNI. Pourtant, ces mystères modernes ne sont que les derniers d'une longue histoire de phénomènes inexplicables. L'un des récits les plus étranges et les plus effrayants nous vient du Japon. Il s'agit de la légende de l'Utsurobune, un mystérieux vaisseau surnaturel. Ce récit suggère que nous ne sommes peut-être pas les premiers à envisager l'idée de visiteurs venus de l'espace. L'Utsurobune est arrivé en 1803. Il a été décrit comme un navire qui n'était ni en bois ni en toile, mais quelque chose d'extraterrestre. Le professeur Tanaka Kazuo de l'université de Gifu, qui a consacré des décennies à l'étude de la légende d'Utsurobune, a souligné que le mystérieux navire de ce conte ressemblait à une soucoupe volante. Et c'était bien avant que le concept moderne d'OVNI ne voie le jour. Ainsi, le 22 février 1803, au large de la province d'Itachi, au Japon, la mer sembla donner naissance à une énigme. Des pêcheurs repérèrent une étrange embarcation. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant, et c'est donc avec une certaine inquiétude qu'ils la remorquèrent jusqu'au rivage. L'embarcation mesurait plus de 3 mètres de haut et près de 6 mètres de large, et ressemblait étrangement à un koro, un brûleur d'encens traditionnel japonais.
Mais elle n'était pas faite d'argile ou de bois, mais de palissandre laqué sur sa partie supérieure et de plaques de métal sur sa partie inférieure. En jetant un coup d'œil à l'intérieur au travers des vitres, les pêcheurs constatèrent qu'une écriture inconnue ornait les murs. Ils ne purent ni lire ni comprendre ces symboles. À l'intérieur, il y avait des gâteaux, de l'eau et des draps de lit. Une cargaison effrayante pour un navire qui défiait toute logique. Et puis, il y avait un autre mystère. Une femme. Elle semblait avoir une vingtaine d'années, avec une peau aussi pâle que de la porcelaine. Ses cheveux roux étaient longs et parsemés de mèches blanches. Elle était vêtue de longs vêtements lisses d'une matière inconnue et s'exprimait dans une langue que personne ne connaissait. Mais la chose la plus étrange était la boîte qu'elle portait. C'était un objet rectangulaire qu'elle tenait fermement. Elle n'autorisait personne à la toucher, même si on lui demandait avec insistance. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. La plupart des gens restaient imprudents. Ils craignaient que la manipulation d'un tel mystère n'invoque des forces obscures dépassant l'entendement humain. Ils préférèrent donc laisser la mer s'emparer de sa proie. Selon certaines sources, la femme fut ramenée à son navire et renvoyée dans l'océan. Ceux qui l'avaient trouvée avaient été effrayés par cette rencontre. Ils craignaient que quelque chose de terrible ne se soit déclenché. Dans l'obscurité de la nuit, on pouvait presque entendre des murmures selon lesquels l'Utsurobun n'était pas le premier de son espèce à dériver vers le rivage, et qu'il ne serait pas le dernier. En effet, l'Utsurobun n'était pas un incident unique et isolé. D'autres récits existent, dispersés dans le temps et dans l'espace. En 1698, une femme dans un vaisseau creux serait apparue à Toyohashi. Elle fut elle aussi renvoyée, car personne ne pouvait comprendre sa langue. Dans les décennies qui suivirent, les observations d'Utsurobun et d'autres vaisseaux étranges se poursuivirent, chacun étant décrit comme étrangement similaire, avec des passagers ne parlant aucune langue connue et transportant d'étranges objets. La légende continue d'évoluer. En 1977, 2 rares gravures à l'encre ont été découvertes, révélant de nouveaux détails et lieux liés à l'Utsurobun. Il semble que cette histoire, cette énigme, n'ait jamais été résolue. Ces visiteurs venaient-ils d'autres mondes, ou probablement d'autres planètes? Ces légendes, qui présentent d'étranges similitudes, pourraient-elles être liées à une même vérité? Les vaisseaux Utsurobun étaient-ils réels, ou le fruit de l'imagination collective? Nous n'avons pas encore de réponse certaine. Il y a probablement 36 autres civilisations présentes dans la Voie lactée, et plus de 170 milliards de galaxies dans l'univers observable. Les conditions pour la vie sont présentes partout dans l'espace. Alors où est tout le monde? Le physicien nucléaire Enrico Fermi a posé exactement la même question lors d'une pause déjeuner avec ses collègues en 1950, ce qui a conduit à l'un des paradoxes les plus déroutants de l'univers. Même s'il y a une énorme probabilité que des civilisations extraterrestres existent, nous n'en avons toujours pas trouvé de preuves. Mais nous avons dans l'hypothèse dite du zoo une explication possible. Selon celle-ci, des sociétés extraterrestres avancées existent et savent exactement qui nous sommes et où nous sommes, mais choisissent intentionnellement de rester cachés. Ils nous observent tout simplement vivre nos vies étranges, comme si nous étions dans une sorte de zoo cosmique, et ils pourraient avoir de bien mauvaises intentions. Si vous êtes fan de Star Trek, vous devez vous souvenir de la règle principale pour les membres de la Fédération. Les officiers de Starfleet ne doivent pas entrer en contact avec les espèces peu avancées afin de ne pas perturber leur développement, même si cela signifie risquer leur propre vie. Il s'agit d'une fiction, mais cette règle nous dit bien ce qu'est l'hypothèse du zoo. Les êtres d'autres régions de l'univers nous voient comme dans un zoo cosmique, et c'est à sens unique. Ils peuvent nous regarder nous brosser les dents ou promener notre chien, mais nous ne pouvons pas du tout les voir. Selon cette théorie, les formes de vie non terrestres gardent délibérément leur distance avec nous, conformément à une politique de non-ingérence dans le vaste voisinage cosmique. C'est comme si tous ces êtres super intelligents avaient convenu que nous devions avoir la liberté de façonner notre propre avenir et notre propre destin, en suivant notre propre développement, sans contamination extérieure. L'idée, c'est que ces civilisations super avancées pourraient avoir environ 500 millions d'années d'avance sur nous, ce qui expliquerait pourquoi nous n'avons aucun signe d'elles. Et peut-être que c'est mieux ainsi,
car les humains pourraient facilement être détruits ou être même assimilés par une telle puissance cosmique, un peu comme dans Independence Day. Aussi intéressant que soit pour nous la visite des musées d'art, les extraterrestres ont sans doute mieux à faire que de nous regarder fixer la Joconde pendant des heures. Nos spectateurs interplanétaires se pressent probablement davantage au guichet des nouvelles technologies afin de jeter un œil sur nos satellites ultramodernes. Selon la théorie du zoo, ils n'entreront pas en contact avec nous tant que nous n'aurons pas atteint un certain niveau. Améliorer notre technologie et notre sagesse pourrait donc être le seul moyen de leur montrer que nous sommes mûrs et que nous n'avons plus besoin de leur tutelle spatiale. Or, il est difficile d'adhérer à l'hypothèse du zoo pour plusieurs raisons. Oui, les extraterrestres pourraient garder leur distance parce que nous ne sommes pas assez avancés. Mais il n'est pas facile d'expliquer pourquoi ils continuent d'ignorer toutes nos tentatives de communication. Même si les gardiens de zoo font de leur mieux pour ne pas intervenir dans la vie des animaux, je parie qu'ils n'ignoreraient pas un ours qui se mettrait soudain à articuler clairement son désir de communiquer. C'est la raison pour laquelle nous tentons sans cesse de provoquer une réaction chez les extraterrestres avec nos signaux radio. En 2017, dans une vallée située à 13 km au sud-est de la ville norvégienne de Tromsø, une antenne radar a transmis une musique électronique spécialement composée pour un auditoire intergalactique. La région visée était celle de JJ 273, également connue sous le nom d'étoile de Luyten. C'est une petite naine rouge située à 12 années-lumière de notre système solaire. Comme les ondes radio se déplacent à la vitesse de la lumière, nous devrons attendre plus de 2 décennies avant de chercher une réponse. Mais le problème avec les ondes radio, c'est que nous ne savons pas exactement où chercher. Des civilisations pourraient se trouver à plus de 17 000 années-lumière. Et nous ne savons pas quelle fréquence radio les extraterrestres utilisent pour discuter. De la Terre, nous utilisons le spectre radio pour envoyer des signaux dans l'univers. Nous nous disons que ce qui fonctionne pour nous pourrait tout aussi bien fonctionner pour d'autres. Mais en fait, il est très possible qu'il s'agisse d'une technologie obsolète pour ces sociétés avancées. C'est pourquoi nos scientifiques cherchent à présent d'autres formes de technosignature, des signes d'activité technologique. Lumières urbaines, panneaux solaires, mégastructures ou satellites artificiels. Ils étudient également l'atmosphère des planètes qui orbitent autour des étoiles proches. Car une civilisation avancée pourrait très bien modifier son atmosphère avec différents gaz et la rendre ainsi détectable. Mais en dépit de décennies d'observation, nous n'avons toujours pas de preuve que des civilisations extraterrestres existent, bien que ça ne veuille pas dire qu'elles n'existent pas. Même en élargissant notre champ de recherche, nos chances sont beaucoup plus grandes de gagner au loto que de découvrir une civilisation extraterrestre. Environ une chance sur 3 milliards. Des créatures spatiales répondent peut-être à nos tentatives de communication, mais d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. L'univers existe depuis plus de 13 milliards d'années, tandis que les humains sont apparus il y a seulement 200 000 ans, ce qui représente environ 0,01% de l'âge de l'univers. Il est donc possible que notre développement en soit encore à un stade beaucoup trop bas pour que nous puissions comprendre les messages d'autres êtres super intelligents. Nous continuons d'attendre qu'un immense ovni atterrisse sur Terre et que des extraterrestres verts aux grands yeux en sortent. Mais il est possible que nos voisins intergalactiques soient davantage intéressés par la construction de nanotechnologies à des fins de surveillance. Ils pourraient également essayer de communiquer en utilisant des neutrinos, des particules subatomiques d'une masse extrêmement réduite, capables de traverser notre planète sans être détectées par nos dispositifs actuels. L'hypothèse du zoo pose un autre problème. Il est assez difficile de croire que toutes ces civilisations dispersées dans l'univers décident d'un commun accord de ne pas entrer en contact avec les humains. Pour que cela se produise, il faudrait une grande structure, avec une intelligence supérieure, une espèce de chef de l'univers qui obligerait les autres, par un ensemble de règles, à nous tenir à l'écart. Mais il existe des milliards de possibilités que la vie existe, n'est-ce pas ? Plus il y a de civilisations, plus il y a alors de chances qu'une de celles-ci enfreigne la règle de non-ingérence. Ainsi, il est tout à fait probable qu'au moins une planète indépendante soit aussi désireuse de trouver de la vie dans l'univers que nous le sommes.
Selon certains scientifiques, si une société avancée avait déjà colonisé la Terre et de nombreuses autres planètes, nous serions au courant. Il existe deux autres versions encore plus effrayantes de l'hypothèse du zoo. Dans l'hypothèse du laboratoire, personne ne nous contacte, car l'humanité est en fait soumise à des expériences. Et la Terre est essentiellement un immense laboratoire scientifique. Des créatures d'autres mondes analysent les réponses humaines à divers défis de survie, tels que les tsunamis et les tremblements de terre. Dans ce cas, l'accord de non-ingérence signé par l'ensemble de nos voisins aurait un peu plus de sens, car il existerait au nom de la recherche et du bien commun, leur bien commun, bien sûr. L'hypothèse du planétarium, avancée en 2001, suggère que nous vivons dans un univers artificiel, dans une sorte de réalité virtuelle conçue pour nous donner l'illusion que l'univers est désert, alors qu'il ne l'est pas. Mais aucun générateur existant n'est capable de tester cette hypothèse. En plus des théories du zoo, du laboratoire et du planétarium, il existe une autre explication possible au paradoxe de Fermi. Personne ne nous contacte parce que les humains sont complètement seuls dans l'univers. Ceci est connu sous le nom de l'hypothèse de la Terre rare. Notre situation serait selon elle absolument unique. Aucune autre planète ne serait capable de développer des formes de vie au-delà de la simple bactérie. Nous pouvons donc nous considérer comme assez chanceux, car le moindre changement dans l'un des paramètres de la Terre, comme sa distance par rapport Soleil ou sa vitesse de rotation, pourrait entraîner des conditions trop extrêmes pour la vie en général. Mais il est tout de même difficile de se dire que nous sommes seuls dans ce vaste univers. Nous en revenons donc au paradoxe. Où est tout le monde? Imaginez un peu. Il y a longtemps, bien avant l'histoire écrite, des extraterrestres auraient foulé le sol de notre planète. Cette hypothèse, chère aux partisans des théories des anciens astronautes, soutient que des entités intelligentes venues d'ailleurs auraient établi un contact avec l'humanité à une époque reculée. Et ce n'est pas tout. Ces visiteurs auraient grandement influencé nos cultures, nos religions, nos avancées technologiques, et peut-être même notre évolution. Quant aux figures divines présentes dans de nombreuses traditions, selon ces théoriciens, elles seraient en réalité des extraterrestres dotés de technologies avancées, perçus comme des dieux par ces cultures émergentes. Et que dire des pyramides, de Stonehenge ou encore des statues de l'île de Pâques? Ces monuments témoigneraient également de l'intervention d'extraterrestres. Les défenseurs de ces théories avancent souvent que l'humanité serait soit une création directe, soit la descendance de ces extraterrestres. Ces derniers seraient, selon eux, descendus des cieux pour initier le développement de notre civilisation. Afin d'appuyer leurs idées, ces adeptes mettent en avant ce qu'ils qualifient d'artefacts hors contexte. Des œuvres d'art anciennes, des récits mythologiques, ou encore des découvertes archéologiques insolites, interprétées comme des preuves de contact extraterrestre. Les spécialistes traditionnels, historiens et archéologues proposent toutefois des explications rationnelles et fondées pour ces phénomènes. Toutefois, les partisans des anciens astronautes rejettent ces explications, affirmant que les zones d'ombre de notre passé et ces énigmes non élucidées sont autant d'indices d'intervention extraterrestre. Alors, pourquoi ne pas prêter attention à leurs arguments? Parmi les figures emblématiques de cette mouvance, on trouve Erich von Däniken, auteur de l'ouvrage pseudo-scientifique controversé « Présence des extraterrestres ». Il a popularisé l'idée selon laquelle de nombreuses divinités de l'Antiquité seraient en réalité des aliens. Plus controversé encore, il a laissé entendre que ces êtres étaient de peau claire et d'apparence aryenne, soulevant des critiques véhémentes. Cela dit, la théorie des anciens astronautes ne débute pas avec von Däniken. Elle trouve ses racines à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, notamment dans des œuvres de science-fiction telles que Edison à la conquête de Mars ou les récits de Lovecraft. Ce concept a gagné en popularité dans les années 50, s'est amplifié durant la course à l'espace des années 60 et est devenu un phénomène culturel mondial. Bien que les travaux de von Däniken aient été largement discrédités dès les années 70, son influence persiste dans certains cercles marginaux. Étonnamment, même certains scientifiques contemporains admettent que l'idée d'une visite extraterrestre dans le passé n'est pas totalement invraisemblable. Toutefois,
ils insistent sur le fait qu'elle est superflue. Selon eux, les prétendus mystères de l'histoire trouvent des réponses claires dans la science, l'archéologie et l'ingéniosité humaine, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir de petits hommes verts. Les partisans des anciens astronautes, eux, se tournent fréquemment vers les textes religieux pour y voir des preuves d'intervention extraterrestre. Par exemple, ils interprètent le mythe sumérien des Anunnaki comme le récit d'aliens, venus extraire de l'or sur Terre, et ayant créé les humains pour en faire leurs esclaves. Dans la mythologie hindoue, les Vimana, des véhicules volants, seraient en réalité, selon eux, des engins spatiaux antiques. Mais alors, ces visiteurs d'autres mondes ont-ils réellement côtoyé nos ancêtres? Certaines personnes en sont convaincues, allant jusqu'à voir dans la Bible des indices de ces rencontres. Dans le livre de la Genèse, par exemple, il est question des fils de Dieu qui auraient épousé les filles des hommes, donnant naissance à une descendance appelée les Néphilim, parfois décrits comme des géants. Si une lecture traditionnelle de ce passage y voit simplement une référence aux différentes lignées humaines, certains théoriciens et partisans des anciens astronautes avancent qu'il s'agirait plutôt d'extraterrestres s'étant unis à des humains pour donner naissance à des hybrides mi-hommes, mi-aliens. Dans la Bible anglaise du roi Jacques, le terme Néphilim est même traduit par géant. Dans le livre d'Enoch, qui enrichit les récits de la Genèse, il est mentionné que 200 anges, appelés veilleurs, descendirent sur terre, s'unirent aux humains et leur enseignèrent divers savoirs, tels que la métallurgie, la magie et l'astrologie. Ayant transgressé la loi divine, ces anges furent emprisonnés et Dieu envoya le déluge, l'épisode de l'arche de Noé, pour anéantir les Néphilim ainsi que les humains initiés à ces connaissances interdites. Selon les adeptes de la théorie des anciens astronautes, ce récit évoquerait des extraterrestres initialement chargés d'observer l'humanité, mais qui auraient enfreint les règles en interférant directement. Leur progéniture serait les fameux Néphilim, décrits comme des géants mi-humains, mi-extraterrestres. Certains avancent même que les ovnis modernes transporteraient ces anges déchus ou leurs descendants, toujours présents sur notre planète. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète relate une vision saisissante. Un immense nuage embrasé, accompagné de créatures étranges et de routes brillantes comme des joyaux. Ces êtres, dotés de 4 visages, d'ailes et de jambes resplendissantes comme le bronze, se déplaçaient à l'aide de roues, couvertes d'yeux, capables d'aller dans toutes les directions sans pivoter. Une description qui, selon les partisans des anciens astronautes, pourrait correspondre à un vaisseau spatial piloté par des entités extraterrestres. Cette hypothèse, popularisée dans les années 50, continue de captiver les adeptes. Certains théoriciens soutiennent également que l'Arche de l'Alliance, le coffre sacré contenant les 10 commandements, aurait pu être une technologie extraterrestre sophistiquée. De même, des objets comme l'Urim et le Thummim, utilisés pour communiquer avec le divin, seraient des dispositifs d'origine extraterrestre. Dans les années 60, plusieurs auteurs ont suggéré que de nombreux événements bibliques, y compris des miracles, pourraient s'expliquer par des technologies avancées issues d'une intervention extérieure. Plus audacieusement encore, Barry Downing, un pasteur presbytérien, a défendu l'idée que Jésus lui-même pourrait avoir été un extraterrestre, citant notamment des passages où il affirme « venir d'en haut », interprété comme une possible allusion à son origine extraterrestre. Par ailleurs, certains adeptes avancent que le concept biblique de l'enfer pourrait être une allusion à la planète Vénus. Selon cette théorie, des extraterrestres anciens auraient montré aux hommes des images de la surface infernale et hostile de Vénus, inspirant ainsi cette vision de l'enfer. Ces théoriciens vont jusqu'à proposer que Dieu et Satan auraient été des extraterrestres en désaccord sur la question de l'accès des humains à des connaissances interdites. Ils établissent un parallèle avec le mythe grec de Prométhée, ce héros ayant offert le feu, symbole de savoir, aux hommes. Certains interprètent même le péché originel de la Bible, où Adam et Ève désobéissent à Dieu, comme une métaphore de la descendance extraterrestre se mêlant avec l'humanité primitive. Enfin, une autre affirmation relie le livre des invasions de la mythologie irlandaise aux anciens astronautes. Ce texte décrit l'arrivée des Tuatha Dé Danann dans des nuages sombres, obscurcissant le soleil pendant 3 jours. Les partisans de la théorie des anciens astronautes y voient une description possible de vaisseaux spatiaux dotés de dispositifs de camouflage sophistiqués.
De nos jours, certains pensent que les œuvres d'art anciennes regorgent de preuves que des extraterrestres ont visité la Terre dans un passé lointain. Examinons cette hypothèse de plus près. Les partisans des théories des astronautes anciens citent notamment les peintures rupestres, en particulier celles des tribus Hopi et Zuni, représentant des Kachina, des êtres spirituels, qu'ils interprètent comme des gens des étoiles, autrement dit des extraterrestres. Ils affirment que des dessins similaires, retrouvés à travers le monde, corroborent l'idée d'un contact extraterrestre avec diverses civilisations anciennes. Parmi les exemples souvent évoqués figurent des sites en Australie et en Italie, où des représentations semblent dépeindre des figures humanoïdes portant des casques en forme de dôme. Selon ces théoriciens, ces images témoigneraient de rencontres entre les premiers humains et des extraterrestres vêtus de combinaisons spatiales. Les peintures médiévales et de la Renaissance constituent une autre source fréquemment invoquée. Les amateurs de cette fameuse théorie prétendent que de nombreuses œuvres de cette période représenteraient pas des ovnis. Ainsi, dans « La Vierge à l'enfant avec le jeune Saint Jean-Baptiste », un objet étrange dans le ciel est souvent décrit comme ressemblant à une soucoupe volante. D'autres exemples célèbres incluent l'Annonciation de Carlo Crivelli, la Sainte Trinité de Bonaventura Salimbeni, ou encore le Miracle de la neige de Masolino da Panicale. Cependant, des spécialistes comme l'historien de l'art italien Diego Cuoghi réfutent cette interprétation. Selon eux, ces éléments symbolisent plutôt des concepts religieux, tels que des anges ou des nuages radieux. Parmi les preuves les plus emblématiques de la théorie des anciens astronautes figurent les lignes de Nazca au Pérou. Ces immenses géoglyphes, représentant des animaux et des formes géométriques, ne sont visibles en entier que depuis le ciel. Certains suggèrent qu'ils auraient été tracés sous la supervision d'extraterrestres ou qu'ils servaient de piste d'atterrissage pour leurs vaisseaux. Toutefois, les archéologues rejettent cette hypothèse, expliquant que les lignes étaient probablement utilisées lors de cérémonies rituelles. Un chercheur a même démontré qu'il était possible de créer des figures similaires avec des outils rudimentaires, illustrant les compétences des peuples Nazca. D'autres structures intriguent également les aficionados de cette théorie, tels que l'oiseau de Saqqara, en Égypte, ou les artefacts Kimbaya, originaires de Colombie et d'Équateur. Ces objets, qui rappellent des avions ou planeurs modernes, sont interprétés comme des modèles réduits de vaisseaux extraterrestres. Cependant, les archéologues traditionnels soutiennent qu'il s'agit simplement de représentations stylisées d'oiseaux ou d'insectes. Enfin, des sites emblématiques tels que les pyramides de Gizeh, Machu Picchu, Baalbek, Stonehenge ou les statues Moai de l'île de Pâques sont fréquemment associés à ces théories. Ces monuments, d'une taille et d'une précision remarquables, sont présentés comme des réalisations impossibles sans une aide extraterrestre. Pourtant, les archéologues traditionnels affirment que les peuples anciens possédaient les compétences nécessaires, notamment grâce à des techniques ingénieuses et une main-d'œuvre conséquente. Des expériences ont d'ailleurs prouvé que des mégalithes de grande taille pouvaient être déplacés avec des moyens rudimentaires. Malgré cela, certains continuent de penser que l'essor soudain de civilisations comme l'Égypte antique, notamment la construction des pyramides et du Sphinx, témoigne d'une influence extraterrestre. Observons ces impressionnantes statues Moai de l'île de Pâques, qui ont longtemps fasciné et intrigué. Les partisans de la théorie des anciens astronautes affirment que les humains n'auraient pas pu déplacer ces structures massives sans une aide technologique extraterrestre. Pourtant, dans les années 80, des chercheurs ont démontré qu'une petite équipe pouvait utiliser des cordes pour faire dandiner les statues à travers le paysage, offrant une explication plus terre-à-terre. Passons maintenant à une autre pratique intrigante, l'allongement artificiel des crânes, observé dans certaines cultures anciennes, notamment chez les Égyptiens et certains peuples amérindiens. Les partisans des anciens astronautes interprètent cette tradition comme une tentative d'imiter les extraterrestres perçus comme des divinités. Le cas du pharaon Akhenaton, souvent représenté avec une tête allongée et d'autres traits inhabituels, alimente également ces théories. Toutefois, les scientifiques attribuent ces caractéristiques à un trouble génétique, probablement lié à la consanguinité, courante dans les dynasties royales. Akhenaton est également connu pour son culte du dieu solaire Aton, que certains associent à une possible maladie nécessitant une exposition accrue à la lumière du soleil.
Clarifions un point essentiel. Les scientifiques et archéologues traditionnels rejettent catégoriquement la théorie des anciens astronautes. Ils considèrent ces idées comme de la pseudoscience, affirmant qu'elles reposent sur des preuves déformées, mal interprétées ou parfois totalement inventées. Selon un rapport récent du Pentagone, relayé par le New York Times, aucune preuve n'a été découverte concernant l'existence de visites extraterrestres ou de vaisseaux spatiaux sur Terre. L'été dernier, David Grush, un ancien officier du renseignement américain, a déclaré devant le Congrès que les États-Unis dissimuleraient depuis des décennies des programmes secrets consacrés à la détection et à l'étude des extraterrestres et de leur technologie. Selon lui, le gouvernement posséderait non seulement des fragments de vaisseaux extraterrestres, mais aussi des restes d'aliens eux-mêmes. Pourtant, un rapport de 63 pages du Bureau de résolution des anomalies du département de la Défense contredit ces affirmations. Il indique que, depuis les années 60, de nombreuses observations d'OVNI, désormais appelées phénomènes anomaux non identifiés, peuvent être attribuées à des avions espions ou à des drones américains. Le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a précisé que, bien qu'il gardait l'esprit ouvert, aucune trace d'extraterrestres ou de programme clandestin n'avait été trouvée. La plupart des observations s'avèrent être des objets communs mal identifiés. En février dernier, après que plusieurs objets volants ont été abattus au-dessus des États-Unis et du Canada, un groupe interagence a été formé pour examiner les phénomènes anomaux non identifiés. John Kirby, du Conseil de sécurité nationale, a alors souligné que ces phénomènes existaient depuis longtemps, mais n'avaient pas encore été correctement étudiés. Pourquoi ces théories restent-elles si populaires? Parce que notre cerveau cherche des explications simples aux mystères complexes. Attribuer ces énigmes à des extraterrestres est une solution facile. Cependant, ces théories ignorent souvent le contexte historique et culturel, dénaturant les faits pour correspondre à leurs idées. Elles supposent aussi que des extraterrestres utiliseraient des technologies similaires aux nôtres et partageraient nos intérêts, ce qui est hautement improbable, même si une vie intelligente existait ailleurs dans l'univers. Bien que populaire dans certains milieux, la théorie des anciens astronautes est considérée par la communauté scientifique comme une pseudoscience. Elle ne respecte pas les principes de la méthode scientifique et repose sur une distorsion des faits ou des analogies erronées. Mais prenez un instant pour y réfléchir. L'univers est d'une immensité vertigineuse. Est-il concevable qu'au sein de ce cosmos en perpétuelle expansion, notre civilisation soit la seule dotée d'intelligence et de technologie avancée? Qu'en dites-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Salut, chers terriens. Si vous pensez que vous êtes ce spécial parce que vous vivez sur la seule planète habitable de l'univers, détrompez-vous. Qu'est-ce qui fait qu'une planète est propice à la vie? Tout un ensemble de facteurs, comme la planète elle-même, ses voisines et l'étoile autour de laquelle elle gravite. Une planète habitable est une planète qui peut accueillir la vie, notamment grâce à l'accès à l'eau, aux sources d'énergie et aux nutriments. La Terre, par exemple, se trouve dans la zone habitable. Elle peut donc avoir de l'eau liquide à sa surface. Mais le fait de se trouver dans cette zone ne signifie pas automatiquement qu'une planète est vraiment habitable. Des niveaux de radiation excessifs, par exemple, peuvent rendre une planète inhabitable, même si elle a la bonne température. En résumé, nous avons besoin d'eau, d'une bonne orbite et d'un ensemble de nutriments d'origine chimique que l'on peut trouver dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev ou dans vos friandises préférées. Regardez cette exoplanète, K2-18b. Le terme exoplanète ne signifie pas qu'elle est exotique, mais simplement qu'elle est située en dehors du système solaire. La plupart des planètes doivent être en orbite autour de quelque chose, à moins qu'il ne s'agisse de planètes vagabondes, c'est-à-dire des objets de la taille d'une planète qui flotte dans l'espace, mais ne tourne pas autour d'une étoile ou d'une naine brune. K2-18b, elle, est en orbite autour d'une naine rouge appelée K2-18. Il ne s'agit pas d'une étoile ordinaire visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Si cette étoile est difficile à observer, c'est en raison de sa faible luminosité. K2-18b est en effet une planète très lointaine. Elle est située à 38 parsecs de la Terre. Un parsec correspond à environ 31 000 milliards de kilomètres. Faites donc le calcul. Un indice, il y a beaucoup de zéros. K2-18b est une sous-Neptune, ce qui signifie que son rayon est inférieur à celui de Neptune. Cependant,
Elle est beaucoup plus grande que notre humble demeure. Son rayon est environ 2,6 fois plus grand que celui de la Terre. Quant à son poids, K2-18b est bien plus volumineuse que la Terre. Elle est environ 8 fois plus massive. Cette planète met 33 jours à faire le tour de son étoile et reçoit à peu près autant de lumière stellaire que la Terre en reçoit du Soleil. L'intensité lumineuse de cette planète est 1,28 fois supérieure à celle de la Terre et sa température d'équilibre est de moins 2 degrés Celsius. Non, cela ne signifie pas que K2-18b ressemble à New York en janvier. Cela nous donne seulement une idée de la température théorique qui y règne. La température d'équilibre planétaire est en fait la température qu'aurait une planète si elle était parfaitement équilibrée en termes de rayonnement. Soit lorsque la quantité de chaleur qui quitte une planète est la même que celle qui y entre. Les billions de kilomètres qui nous en séparent ne sont pas un problème pour les instruments puissants dont nous disposons, tels que le télescope spatial Kepler qui a découvert cette planète et le télescope spatial James Webb qui étudie son atmosphère. En 2019, des scientifiques ont annoncé qu'ils avaient trouvé de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, ce qui a suscité un intérêt considérable pour ce monde insolite. 4 ans plus tard, le télescope James Webb a détecté du dioxyde de carbone et du méthane tourbillonnant dans l'air de cette planète. Le dioxyde de carbone est notre meilleur ami sur Terre. Les humains en ont besoin pour respirer correctement et maintenir le pH de leur sang, et les plantes l'adorent également, car il les aide à produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Il est évident que nous ne pourrions pas survivre sans lui, sans méthane non plus. Toutefois, ce petit bijou a suscité encore plus d'enthousiasme chez certains scientifiques, qui ont découvert dans son atmosphère des molécules gazeuses de sulfure de diméthyle assez bizarres. En 2023, des scientifiques de l'université de Cambridge ont donc repéré des molécules contenant du carbone, du méthane et du dioxyde de carbone sur K2-18b. Cela pourrait signifier que cette atmosphère riche en hydrogène et de l'eau à sa surface. Il est également possible qu'on y trouve du sulfure de diméthyle, plus simplement nommé DMS. Sur Terre, cette substance est généralement liée à la vie, car elle est habituellement produite par le phytoplancton de nos océans. Le fait que nous ayons détecté des traces de DMS sur K2-18b est comparable à la découverte d'un billet de loto gagnant dans une barre de chocolat cosmique. Ça vous donne des petits frissons, n'est-ce pas? Pourquoi le DMS est-il si important? Il joue un rôle crucial dans le cycle du soufre et influe même sur notre climat en contribuant à la formation des nuages. La présence de DMS sur d'autres planètes pourrait être le signe d'une présence biologique similaire à la nôtre. Il semblerait que cette planète soit un bon endroit, avec ses températures pas trop rigoureuses et tous les nutriments nécessaires pour nous maintenir en vie. Que pensez-vous de son aspect général? Il a probablement fallu quelques millions d'années à la planète pour se constituer. Même si les choses se réchauffent dans les profondeurs, cela ne devrait pas faire une grande différence à la surface. Certains experts pensent qu'elle pourrait abriter un océan d'eau ou de lave en fusion avec une atmosphère riche en hydrogène, un peu comme sur les géantes gazeuses telles qu'Uranus ou Neptune. Cette dernière ne correspond pas vraiment aux normes de notre Terre, puisque notre atmosphère est principalement composée d'azote. S'il y a un océan, il se trouve probablement sous une épaisse couche de glace et de roches, ce qui pourrait perturber le climat de la planète. Lorsque la température atteint des sommets, la frontière entre l'océan et le ciel s'estompe. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l'existence d'un océan liquide sur K2-18b. Il est difficile de l'apercevoir de si loin. La taille et le poids de la planète ne suffisent pas à nous éclairer à ce sujet. On se demande donc s'il y a un océan d'eau liquide sur cette planète. Au départ, nous pensions que de l'eau à l'état supercritique était plus probable. Mais de nouvelles observations indiquent qu'il s'agit plutôt d'un océan liquide. Des gaz suspects, des hydrocarbures et de l'ammoniac pourrait y passer de l'air à l'eau s'il s'agit bien d'un océan, ce qui pourrait signifier qu'il n'y a pas de frontière nette entre le ciel et la mer. Mais certains experts estiment qu'un océan de roches en fusion pourrait jouer le même rôle. D'autres pensent qu'une mini-Neptune riche en gaz pourrait également expliquer la situation. Le télescope spatial Hubble a fouiné un peu et a découvert que K2-18b a une atmosphère remplie d'hydrogène. On pense qu'il y a peut-être aussi de la vapeur d'eau, mais c'est encore un peu mystérieux. Apparemment, le télescope James Webb a jeté un coup d'œil et a détecté moins de 0,1% de vapeur d'eau, peut-être parce que la planète a une stratosphère sèche.
Quant à l'ammoniac, il est quasiment inexistant dans ce monde lointain. Le méthane et le dioxyde de carbone semblent dominer l'atmosphère avec une proportion d'environ 1%. Mais ne vous attendez pas à voir d'autres oxydes de carbone se mêler à la fête. Leur concentration n'est qu'une supposition à ce stade. L'atmosphère de K2-18b ne représente qu'une petite fraction de sa masse totale, environ 6,2%, et elle est probablement similaire à celle d'Uranus et de Neptune. Du point de vue de la brume, il n'y a pas grand-chose, et les nuages d'eau demeurent un mystère. Il s'agit probablement de nuages glacés, mais il n'est pas exclu qu'il y ait aussi des nuages d'eau liquide. Outre l'eau, l'atmosphère pourrait également contenir des nuages de chlorure d'ammonium, de sulfure de sodium, de chlorure de potassium et de sulfure de zinc en fonction de la nature de la planète. Si c'est le cas, alors les choses pourraient devenir un peu plus compliquées dans l'atmosphère de cette planète, avec une inversion de température et quelques soucis dans la stratosphère, une journée comme les autres dans l'espace. Jusqu'à présent, les scientifiques ont proposé plusieurs modèles climatiques pour K2-18b. Par exemple, certains pensent que la température est la même sur toute la planète, à moins qu'elle ne tourne très vite. Et alors, il y aurait une différence entre les pôles et l'équateur. Mais elle serait à peine perceptible. Mais il ne s'agit pour l'instant que de spéculation. La quantité de rayonnement que K2-18b reçoit de son étoile est similaire à celle de la Terre. La température de la planète pourrait donc être très froide ou relativement chaude. C'est l'atmosphère et les nuages qui déterminent si la planète peut abriter la vie. Les scientifiques pensent que des micro-organismes terrestres pourraient y survivre, même avec tout cet hydrogène. Mais il est difficile de dire s'il y a de la vie sur K2-18b, parce que les gaz que nous recherchons habituellement pourraient ne pas être présents dans son atmosphère. Les scientifiques pensent que le télescope spatial James Webb pourrait être en mesure de détecter différents marqueurs de vie sur cette planète, si on lui en laisse le temps. Dans les années 70, nous avons reçu un signal radio qui a duré plus d'1 minute, et à ce jour, personne ne sait ce que c'était ni d'où il venait. Mais aujourd'hui, une nouvelle théorie est apparue. Le mystère pourrait-il enfin être résolu ? En 1977, à 23h16, un télescope de l'Ohio a capté quelque chose de très inhabituel dans l'espace. Il s'agissait d'un signal radio très court, d'une durée de 72 secondes seulement. Le signal était si fort et si étrange que le scientifique présent lors de sa réception a écrit « Waouh » à l'encre rouge à côté du relevé des mesures. Voilà pourquoi on l'appelle le signal « Waouh ». Dans l'espace, l'hydrogène gazeux émet parfois des ondes radio, un type de rayonnement électromagnétique. Ces ondes ont une fréquence spécifique qui constitue en quelque sorte la signature unique du gaz d'hydrogène et qui nous permet de l'identifier et de l'étudier. Sachant cela, il nous a été possible de déterminer que la fréquence du signal « Wow » provenait du même endroit que ce gaz. Mais cela ne nous sert pas à grand-chose, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'il a émis. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le signal ne s'est présenté qu'une seule fois. Même si nous avons essayé très fort de le capter une seconde fois, nous n'y sommes jamais parvenus. Et en l'absence de répétition, il nous a été impossible de savoir de quoi il s'agissait. Il nous a même été difficile de déterminer sa position précise en raison de sa grande brièveté. À partir d'une certaine distance, il est particulièrement ardu de déterminer l'origine des signaux radio. Du coup, cela a donné lieu à plusieurs théories. La fréquence du signal WOW était particulière. Elle n'était pas surchargée par d'autres signaux. C'est comme quand on trouve un endroit calme dans une pièce bruyante. Quand il n'y a pas beaucoup d'interférences sur une fréquence donnée, le signal envoyé peut voyager très loin sans être ni perdu ni déformé. Et c'est très intéressant parce que cela signifie que ce serait la fréquence idéale pour envoyer des messages si l'on voulait communiquer avec des créatures extraterrestres. Se pourrait-il qu'on ait essayé de nous contacter ? C'est une possibilité scientifique réelle. Personne ne sait ce qui a été à l'origine du signal dont nous parlons. Mais s'il provenait d'extraterrestres, ce qui est sûr, c'est qu'il ne communique pas comme nous. Le signal ne ressemblait en rien à un message délibéré. Et il est étrange qu'il ne se soit produit qu'une seule fois. Si c'était un petit peuple vert qui essayait de nous contacter, il serait bizarre qu'il n'essaie qu'une seule fois. Mais au cas où, en 2012, à l'occasion du 35e anniversaire du signal WOW, nous avons décidé d'envoyer une série de messages vers certaines étoiles. Nous avons utilisé un code spécial pour que les créatures extraterrestres qui les recevraient sachent qu'ils viennent d'êtres intelligents. Enfin, relativement intelligents.
et nous avons utilisé beaucoup d'énergie pour nous assurer que les messages voyagent très loin. Les scientifiques ont émis de nombreuses théories sur l'origine possible du signal WOW, mais aucune d'entre elles ne fait l'objet d'un consensus. Ce qui est certain, c'est qu'il ne provient pas d'une source terrestre. Les bruits terrestres peuvent parfois interférer, mais ce signal provenait sans aucun doute possible de l'espace. Il y a eu une théorie selon laquelle un signal terrestre aurait rebondi sur des débris spatiaux avant de revenir vers nous. Mais nous avons assez vite compris qu'une telle chose était très improbable. Une autre idée est que le signal aurait été causé par un scintillement semblable à celui des étoiles. Mais même si c'était vrai, cela n'exclurait pas la possibilité que le signal ait été produit par quelque chose d'artificiel. Selon une autre hypothèse, le signal pourrait provenir d'un objet en rotation, comme un phare. Il se peut aussi que le signal ait changé de fréquence au fil du temps, ou simplement qu'il n'ait été émis qu'une seule fois. Cela fait maintenant près de 50 ans que cet étrange signal a été capté. Mais récemment, une nouvelle idée sur son origine a vu le jour. Imaginez une comète traversant l'espace et laissant derrière elle une traînée de gaz. Ce gaz pourrait être la clé de ce mystérieux signal radio qui a attiré l'attention des astronomes du monde entier. Un astronome ayant examiné le signal WOW a pensé qu'il pourrait être lié à une comète appelée 266P Christensen. Oui, pas mal comme nom. Cette comète se trouve à environ 1800 années-lumière de nous. Elle n'était pas connue en 1977 lorsque le signal a été détecté. Mais elle pourrait aujourd'hui nous fournir une explication. Les comètes peuvent émettre des ondes radio lorsqu'elles se rapprochent du Soleil. C'est comme si les gaz qui les entourent se mettaient à bourdonner d'énergie. Ce bourdonnement pourrait être à l'origine du signal WOW. Pour vérifier cette théorie, nous avons utilisé un radiotélescope pour écouter les ondes radio émises par d'autres comètes. Et nous avons constaté que certaines comètes émettaient effectivement des ondes radio sur la même fréquence que le signal WOW. Ensuite, nous avons pointé nos télescopes vers une comète particulière qui passait dans la même partie du ciel que celle où le signal WOW a été détecté. Les ondes radio de la comète correspondaient bien au signal. Et même si la comète ne se trouvait pas exactement au même endroit que le signal, elle en était suffisamment proche pour que nous ayons l'impression d'être sur une piste. Le signal pourrait également avoir été causé par des nuages d'hydrogène provenant de deux comètes. Celle que nous avons mentionnée et une autre, appelée P 2008 IR2. Mais qui choisit donc ces noms? Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette idée. Certains affirment que la théorie des deux comètes à l'origine du signal ne tient pas la route, car les comètes n'émettent généralement pas d'ondes radio de la manière requise pour expliquer le signal WOW. De plus, le signal ne s'est pas répété. Il ne s'est produit qu'une seule fois, ce qui serait étrange s'il s'agissait vraiment d'une comète. En effet, les comètes répartissent leur gaz sur une grande distance. Le signal aurait donc dû durer plus longtemps. Le télescope utilisé pour le détecter aurait dû le capter 2 fois en peu de temps. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. De plus, la comète ne serait pas sortie aussi rapidement du champ de vision du télescope. En bref, nous devons en apprendre davantage sur la manière dont les comètes émettent des ondes radio et sur les raisons pour lesquelles elles le font, en particulier quand c'est sur la même fréquence que le signal WOW. Il existe de nombreux signaux mystérieux et intéressants dans l'espace. La plupart d'entre eux proviennent d'événements naturels, comme les sursauts radio rapides. Ces bouffées d'énergie sont incroyablement puissantes et se produisent partout dans le ciel. Mais leur origine n'est pas encore très claire. Elles ne durent qu'une fraction de seconde. Mais peut-être que nos télescopes n'en captent encore qu'une petite partie. Il y a aussi cet étrange signal que nous recevons depuis un moment déjà. Ce signal se répète toutes les 22 minutes. Mais malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à en déterminer l'origine. Cela a commencé en 1988, et cela fait donc 36 ans que nous enquêtons sur ce mystère. Au moins, nous connaissons aujourd'hui la distance de l'objet mystérieux qui envoie les signaux. Il se trouve à 15 000 années-lumière. Certains pensent que ces signaux pourraient provenir d'êtres extraterrestres qui essaient de communiquer avec nous. Cependant, en l'absence de preuves solides, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Cela reste de l'ordre de la spéculation. Une autre explication est la théorie des pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent des faisceaux d'énergie similaires à ceux que nous observons avec les signaux. Cependant, le comportement des signaux ne correspond pas parfaitement à ce que nous savons des pulsars. Il y a aussi la théorie des magnétars.
qui suggèrent que ces signaux pourraient provenir d'étoiles à neutrons surchargés. Cependant, aucune de ces théories n'explique entièrement le comportement étrange des signaux. Peut-être est-ce donc le fait d'un nouveau phénomène non encore découvert dans l'univers? Même si les comètes sont une possibilité, il nous reste encore beaucoup de questions concernant le signal WOW. Nous ne savons pas ce qui l'a causé, et nous ne le saurons peut-être jamais. Nous ne savons même pas s'il provient de l'espace lointain ou de l'intérieur du système solaire. Quoi qu'il en soit, même si ce signal a une cause naturelle, cela ne signifie pas que la vie extraterrestre n'existe pas. L'étude qui évoquait ce sujet traitait également d'une étoile semblable au Soleil, qui pourrait bien être l'endroit idéal où chercher des signes de technologie extraterrestre. Il existe des tas d'autres étoiles semblables à notre Soleil dans l'espace, mais nous ne les avons pas encore bien étudiées. Cela nous ouvre toutefois des perspectives passionnantes pour la recherche de civilisations avancées au-delà de la Terre. Nous rêvons depuis longtemps d'une vie sur Mars. Non seulement de notre culture de pommes de terre là-bas, mais aussi de toutes les pommes de terre qui auraient pu s'y trouver dans le passé. Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars? Récemment, des scientifiques ont découvert quelque chose qui pourrait en être la preuve. Voyons de quoi il retourne. Mars est la 4e planète à partir du Soleil. Aucun être humain n'a encore posé le pied sur Mars, mais des robots y ont posé leurs roues. Les premiers engins spatiaux à avoir visité la planète rouge étaient les atterrisseurs Viking de la NASA. Ils s'y sont rendus en 1976 et nous ont transmis de nombreuses données intéressantes. À l'époque, nous ne savions rien de Mars. Pour nous, elle ressemblait à un désert froid et sans vie. Mais comme nous nous ressemblons beaucoup, les scientifiques ont commencé à se poser des questions. En a-t-il toujours été ainsi? Ou est-il possible qu'autrefois Mars ait été prospère et pleine de vie? Et en 2022, le rover martien Perseverance de la NASA a trouvé quelque chose qui pourrait éclairer ce mystère. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Perseverance? Selon les scientifiques, s'il y a déjà eu de la vie sur Mars, il est peu probable qu'elle ait pu disparaître sans laisser de traces. Elle a dû laisser des marques, peut-être sous terre, où elle serait protégée des caprices solaires radioactifs et autres nuisances. Il faut donc examiner les roches. Il est important de noter que nous ne recherchons pas de vie sur Mars pour l'instant. Il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Nous voulons plutôt nous pencher sur le passé lointain de notre planète voisine. Nous parlons là de milliards d'années. Quand Mars était chaude, verte et loin d'être sans vie. En d'autres termes, nous devons retrouver des microbes morts et divers composés chimiques similaires à ceux de la Terre. C'est la mission de notre protagoniste, Perseverance. Elle est arrivée sur Mars en février 2021. La sonde s'est posée au fond du cratère G0, d'une largeur de 50 km. Et après l'atterrissage, elle s'est déplacée en direction de l'ouest, jusqu'à l'endroit qui a incité les scientifiques à choisir G0 pour leur relevé. Cet endroit est le delta d'une rivière asséchée. Et cet ancien fleuve a déjà plus de 3,5 milliards d'années. Le cratère G0 lui-même était autrefois un grand lac. Eh oui, apparemment, il y avait de l'eau sur Mars. Et les chercheurs suggèrent que ces endroits pourraient être les parfaits gardes du corps des microbes. C'est exactement ce que font les bactéries sur Terre. Elles se cachent, demeurent immobiles dans les profondeurs des lacs et des étangs. On pourrait donc probablement y retrouver des traces. Les chercheurs pensent que ce lac particulier présente la plus grande valeur scientifique de toute la mission. C'est ici, à G0, que l'on a le plus de chances de trouver des roches sur lesquelles de telles bactéries auraient pu un jour survivre. Perseverance s'est donc rendu dans le delta. La route n'aura pas été facile. Le véhicule s'est un peu planté et a atterri plus loin que prévu. Comme le disait Cooper dans Interstellar, cette petite manœuvre va nous coûter 51 ans. Heureusement, Perseverance n'en a pris qu'un. Et en chemin, il a pu explorer G0 d'un peu plus près. Ce rover utilise un outil intégré complexe pour explorer le monde qui l'entoure. Cet outil s'appelle le Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Ou tout simplement, Sherlock. La NASA raffole des acronymes. À mesure que l'appareil s'approchait du delta, le signal des molécules organiques s'intensifiait. Bientôt, ces signaux étaient omniprésents et, de surcroît, ils étaient les plus brillants jamais observés par les scientifiques. Qu'est-ce que cela signifiait? Élémentaire, mon cher Watson. Tu sais, Sherlock, il était temps de creuser. Depuis juillet 2021, Perseverance a foré et collecté 4 fines carottes de roches sédimentaires. Le nombre total de roches collectées est actuellement de 12.
C'est la première fois de l'histoire que l'on collecte de telles choses sur une autre planète. 6-4 carottes ont été prélevées sur 2 roches nommées Skinner Ridge et Wildcat Ridge. Les 2 premières carottes, celles de Skinner Ridge, ne semblent pas très intéressantes à première vue. Elles sont assez proches de ceux que l'on peut trouver dans de nombreux endroits sur Terre. Cependant, si nous les regardons de plus près, nous verrons qu'elles sont parsemées de grains ronds faits d'un matériau sombre. 6 grains sombres pourraient avoir été déposés par une ancienne rivière, celle-là même qui se jetait dans l'ancien lac de Jezero. Il est possible que la rivière les ait apportés d'endroits situés à des centaines de kilomètres du cratère. Et ça, c'est plutôt cool, car si nous étudions ces carottes, nous pourrons en apprendre davantage sur les coins même les plus reculés de Mars. Enfin, il n'y a pas de coin sur Mars, mais tu vois le topo. Puis en avril 2022, Perseverance est parvenu dans le delta. Les scientifiques avaient enfin trouvé ceux qu'ils cherchaient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette découverte les a enthousiasmés. Ils ont foré 2 nouvelles carottes, qui contenaient des substances organiques. Cette paire-ci a été prélevée à Wildcat Ridge. Elle se trouve très près de Skinner Ridge, mais les 2 roches sont très différentes l'une de l'autre. Ces échantillons sont plus clairs et plus uniformes. Il s'agit très probablement de mudstone, une roche inhabituelle, semblable à l'argile, mais plus dure et incapable d'absorber l'eau. Leur grain est également plus fin que celui des carottes de Skinner Ridge. Pourquoi est-ce important? Parce que plus les grains de la pierre sont fins, plus il est probable qu'elles contiennent des traces d'une vie passée. Sur Terre, les pierres à grains fins reposent le plus souvent au fond des étangs et dans des endroits similaires. Elles peuvent y conserver les restes d'organismes morts et d'autres éléments similaires pendant des siècles. Et c'est exactement ce que nous avons retrouvé dans ces carottes. De plus, selon les scientifiques, il y avait plus de matière organique dans ces 2 carottes que dans n'importe quel autre endroit étudié par Perseverance jusqu'à présent. Elle s'y est probablement accumulée pendant que le lac s'évaporait progressivement, il y a des milliards d'années. Il y a donc bien eu de la vie sur Mars. Bon, mais ralentissons un peu. Les substances organiques sont des molécules contenant du carbone. Et oui, sur Terre, elles sont le plus souvent associées à la vie. Mais pas toujours. Parfois, elles peuvent se former à la suite d'autres choses. On ne peut donc pas encore dire avec certitude s'il y a eu de la vie sur Mars. Nous ne savons pas si ces molécules sont réellement issues de microbes martiens ou si elles sont le résultat d'autres phénomènes. Mais cette découverte est tout de même très importante. Nous devons littéralement continuer à creuser dans cette direction. Pour en savoir plus sur cette matière organique, les scientifiques doivent prélever quelques échantillons supplémentaires de roches à grains fins. Il serait également intéressant d'étudier les matériaux qui se trouvent autour de ces anciens réservoirs. Perseverance s'est déjà déplacée vers une autre région, un endroit portant le doux nom d'Enchanted Lake. À présent, elle doit y chercher des choses similaires et elle continuera également d'étudier le lac Jezero. Enfin, Perseverance montera jusqu'au sommet du delta, puis continuera à explorer les sites anciens aux abords du cratère. Quelque temps avant la fin de l'année 2022, Perseverance disposera probablement de 6 échantillons, ou plus de ces carottes martiennes. Malheureusement, ces outils, bien que complexes, sont assez limités, et ces données ne suffiront pas à elles seules à nous donner une image complète. C'est pourquoi la NASA prévoit d'envoyer d'autres engins spatiaux à Jezero dans les années à venir. En collaboration avec l'Agence spatiale européenne, elle travaille sur la prochaine mission robotique, baptisée Mars Sample Return. Le nom parle de lui-même. Ces appareils arriveront et emporteront toutes les éprouvettes du vieux prospecteur Perseverance. Ensuite, ces échantillons seront livrés sur Terre, mais pas par la poste. Puis, les scientifiques pourront les analyser dans des laboratoires de pointe. Cependant, tout cela prendra beaucoup de temps. Le lancement de cette mission est prévu pour 2027, 2028, et ces vaisseaux spatiaux ne pourront pas revenir avant 2033. Mais si tout se déroule bien, ce seront les premiers échantillons de l'histoire livrés à la Terre depuis Mars. En d'autres termes, il y a encore matière à rechercher, littéralement. En effet, nous ne connaissons pas encore la véritable portée de CS découverte. Mais c'est pour cela que la mission a été créée, n'est-ce pas? Et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous découvrirons enfin la vérité sur ce qui s'est passé sur Mars il y a des milliards d'années. Oh, regarde, des Martiens!